Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire sur le thème du travail posté animé par Prezoa. Ce webinaire fait partie d'une série de 8 organisée durant la semaine du 20 au 24 mars par les services de santé au travail interentreprises des Hauts-de-France dans le cadre des rencontres santé-travail. Sous l'impulsion de Présence nationale, ces rendez-vous visent à découvrir la prévention en santé au travail au travers d'échanges et de rencontres avec les professionnels de la santé au travail. Concernant notre webinaire, il a été préparé par notre groupe de travail santé publique et hygiène de vie, composé des docteurs Gespierre-Neuville et Zagdan, d'un groupe d'infirmières, Mesdames Delforge, des Espringales, Langlois, Leclerc, Lemaire et Tonnerre. Ce webinaire va se dérouler en 3 parties. Une première partie qui concerne le travail posté, les conséquences et la prévention. La deuxième partie abordera l'alimentation et sera présentée par Nadia Lemaire. Pour la troisième partie, Marie Langlois parlera hydratation, caféine, théine et activité physique. Les questions se représentent au fur et à mesure du webinaire et un temps de réponse est prévu à la fin. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Cette première partie, travail posté, conséquences et prévention, est composée de 5 thèmes. Tout d'abord, l'introduction et la physiologie du sommeil qui seront abordés par le docteur Zagdan. Le docteur Gespierre vous exposera les répercussions sur la santé et le rôle de l'équipe pluridisciplinaire. Puis, la prévention des risques sera développée par Madame Tonnerre. Je laisse la parole au docteur Zagdan. J'aimerais rappeler en introduction que l'être humain possède une horloge biologique située dans le cerveau qui nous permet de rester actif le jour et de nous reposer la nuit. C'est grâce à la lumière du jour et à la régularité des rythmes de vie tels que l'alimentation, l'exercice physique et les relations sociales que cette horloge fonctionne sur 24 heures. Lors du travail posté ou de nuit, le fonctionnement de cette horloge est perturbé. Cette désynchronisation a des effets sur la santé. Le travail de nuit est défini et réglementé par le Code du travail. Tout travail effectué au cours d'une période de moins de 9 heures consécutives, comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures, est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidienne, ou bien qu'il accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. 270 heures de travail de nuit, cela correspond à environ 7 semaines par an. Le travail de nuit peut être fixe ou posté. Poster continu en semaine et week-end, poster semi-continu uniquement la semaine ou poster discontinu à des horaires variables. Les rotations peuvent être à rythme court ou lent, selon un sens horaire ou anti-horaire. Les rythmes courts, donc 1 à 2 jours par poste de travail, correspondent à, par exemple, 2 jours matin, 2 jours après-midi, puis 2 jours de nuit. Et les rythmes longs, c'est plus de 5 jours par poste de travail, donc une semaine matin, une semaine après-midi et une semaine de nuit. Le sens horaire correspond au sens matin, après-midi, nuit. Et le sens anti-horaire, c'est le contraire, c'est nuit, après-midi, puis matin. Il peut s'agir, comme j'ai déjà dit, d'équipes fixes ou alternantes. Les horaires atypiques correspondent à des aménagements du temps de travail qui ne sont pas standards. Donc, on définit de façon plus générale des horaires atypiques et qui peuvent correspondre au travail de nuit entre 21 heures et 6 heures, le travail posté en 3 fois 8 ou 2 fois 12, le travail de soir entre 21 heures et minuit, le travail le week-end, samedi, dimanche et les jours fériés, les journées fragmentées par des coupures de plusieurs heures comme on voit en restauration ou chez les auxiliaires de vie, mais aussi le travail sur appel ou astreinte. Tous ces horaires donc sont atypiques et sont pas standards. D'après la DARES, ce sont 44% des salariés français, soit 10,4 millions de personnes, qui déclarent être soumis au moins une fois par mois aux horaires atypiques. Les horaires les plus répandus correspondent au travail le samedi, soit 35% des salariés, le travail le soir, entre 20 heures et minuit, soit 23% des salariés,
et moins fréquemment le travail de nuit avec 9%. Des différences selon les catégories socio-professionnelles des salariés sont également constatées. Le travail de soir est plus fréquent chez les cadres. Les employés travaillent plus les week-ends et ont souvent des horaires plus variables. Et les ouvriers travaillent plus la nuit. Un cumul de ces pratiques horaires est aussi fréquent. En ce qui concerne spécifiquement le travail de nuit, la DARES, ou la Direction de l'animation de la recherche des études et des statistiques, a mis en évidence une forte augmentation du travail de nuit. On est passé de 800 000 individus en 1990 à 1,9 million d'individus en 2013. Le travail de nuit concernerait 20% des hommes et 10% des femmes, des hommes trentenaires et des femmes de moins de 30 ans, et plutôt des intérimaires. Les activités professionnelles les plus touchées par le travail de nuit sont ceux exercés par ordre d'importance, donc les conducteurs de véhicules, les policiers et les militaires, les infirmiers, les aides-soignants et les ouvriers qualifiés des industries de process comme les industries agroalimentaires et les industries chimiques. Le travail posté ou le travail de nuit est souvent associé à une diminution de la durée du sommeil et une diminution de la vigilance. Cette dette du sommeil est à l'origine d'une augmentation du risque d'accident. Selon l'INRS, les accidents de travail sont plus nombreux lors du travail de nuit et à titre d'exemple, plusieurs grandes catastrophes industrielles comme le Tchernobyl ou le Bhopal ont eu lieu la nuit. Cette dette de sommeil est également à l'origine d'une augmentation du risque accidentel au volant. 20% environ des accidents de la route sont liés à un endormissement au volant. Être somnolent multiplie par 8,2 le risque d'accident. Dormir moins de 5 heures le multiplie par 2,7 et conduire entre 2 et 5 heures du matin le multiplie par 5,6, selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Donc, entre 2 et 5 heures du matin, cela ça correspond au trajet retour de poste de nuit ou le trajet aller vers le poste du matin. La dette du sommeil a un risque accidentel équivalent à celui de l'alcool. Selon l'Institut national du sommeil et de la vigilance, 17 heures continues d'éveil sont équivalentes au risque d'une alcoolémie de 0,5 g par litre, alors que 24 heures continues d'éveil sont équivalentes au risque d'une alcoolémie d'1 g par litre. On va passer à la physiologie du sommeil. Au, au fait, connaître la physiologie va nous permettre de mieux comprendre les effets sur la santé et puis d'en déduire des conseils de prévention. Notre horloge interne est programmée sur 24 heures, appelée rythme circadien. Elle régule la température corporelle, la vigilance, la sécrétion hormonale, les mouvements intestinaux, la force musculaire et l'efficacité cardiovasculaire, mais pas que. Tout est cyclique et dépend du cycle jour-nuit ou le cycle veille-sommeil. Et on voit bien sur le schéma que la coordination est à son meilleur niveau à 14h30 et que le temps de réaction est à son meilleur niveau à 15h30. L'hormone de sommeil ou la mélatonine est un exemple parfait d'une sécrétion cyclique. Sa sécrétion quasi inexistante le jour est stimulée par l'obscurité jusqu'au niveau de la sensation du besoin de sommeil. Elle atteint un maximum pendant la nuit, puis la sécrétion diminue dès l'aube comme on peut voir sur le schéma. Le sommeil est organisé en cycle d'une durée moyenne d'1h30. Un train sur le schéma correspond à un cycle de sommeil. Un cycle de sommeil complet correspond au sommeil lent et au sommeil paradoxal. Le sommeil lent se décompose en sommeil lent léger et sommeil lent profond. À l'endormissement, on bâille, les idées s'embrouillent. Au sommeil lent léger, on entend, on comprend, mais sans pouvoir agir. Au sommeil lent profond, on n'entend plus rien. Et au sommeil paradoxal, on rêve. D'ailleurs, le sommeil paradoxal est appelé ainsi parce que le corps est tout à fait inerte alors que le cerveau est très actif. Puis, donc après le sommeil paradoxal, viennent quelques minutes de latence, soit on se réveille, soit on prend un nouveau train.
Voici une présentation de l'organisation du sommeil au cours de la nuit. Chaque nuit comporte 5 à 6 cycles de sommeil. Les cycles ne sont pas identiques au cours de la nuit. On voit que le sommeil lent profond, représenté par les stades 3 et 4, commence à disparaître ou disparaît dans la deuxième partie de la nuit au profil du sommeil lent léger. Sommeil lent léger, donc 1 et 2, ce qui permet d'expliquer le fait qu'on se réveille plus facilement en fin de nuit. Notre sommeil devient plus léger et on se réveille plus facilement. La proportion du sommeil paradoxal, représentée en vert, quant à lui, tend à diminuer vers le matin. Il faut noter aussi que le sommeil lent profond est réparateur de la fatigue physique et le sommeil paradoxal, lui, est réparateur de la fatigue psychologique, du stress et joue un rôle important dans la mémorisation. Donc le sommeil est important pour bien mémoriser. Le sommeil lent léger, quant à lui, est précieux juste pour les courtes récupérations telles que les siestes et d'où, au fait, leur importance. Il existe des différences physiologiques interindividuelles, par exemple, sujet du matin et sujet du soir, des petits et des gros dormeurs. Un sujet en face, donc en vert, a un sommeil et réveil normaux. Il se réveille environ à 7 heures du matin et s'endort à 23 heures, alors qu'un sujet du matin, en bleu, le sujet âgé, le décalage horaire lors d'un voyage ouest vers l'est, par exemple Paris-Tokyo, ou l'insomnie du réveil ont une avance de phase de 3 heures. C'est-à-dire, ces individus s'endorment plus tôt, très tôt, vers 20 heures environ, et se réveillent très tôt, vers 4 heures du matin. Au contraire, les sujets du soir, le décalage horaire lors d'un voyage est vers l'ouest, à l'inverse, donc Tokyo vers Paris, ou l'insomnie d'endormissement, ont un retard de phase de plus de 3 heures. Ces individus s'endorment très tard, au milieu de la nuit, et se réveillent spontanément en fin de matinée. Ce phénomène est également fréquent chez les adolescents. Ces dérèglements, retards et avances de phase ont une origine génétique ou bien il peut s'agir de pathologies comme la dépression et l'anxiété. La durée moyenne de sommeil est de 7 à 8 heures par nuit. Un petit dormeur a besoin de moins de 6 heures par nuit et un gros dormeur a besoin de plus de 9 heures par nuit. Cette durée varie également en fonction de l'âge. On observe sur cette courbe que la durée moyenne de sommeil diminue significativement avec l'âge, surtout au cours des 20 premières années. Puis ça tend à diminuer, mais plus lentement. Lors des horaires atypiques, l'adaptation des rythmes se fait physiologiquement, mais à des vitesses différentes selon les individus et selon les différentes fonctions physiologiques. Par exemple, pour un décalage de 6 heures, un rythme veille-sommeil a besoin d'une adaptation en 3 jours. La température interne a besoin d'une adaptation en une semaine et les rythmes hormonaux et métaboliques, quant à eux, ont besoin d'une adaptation en 2 semaines. Peut-on se passer de dormir? Chez l'homme, l'expérience la plus longue de privation de sommeil a duré 11 jours et a eu pour effet une irritabilité, agressivité, troubles cognitifs, visuels et intellectuels, somnolence et micro-éveil et une baisse de performance. Dès le troisième jour, apparaissaient des hallucinations et des comportements de type psychotique dus à l'altération du fonctionnement cérébral. Mais chez l'animal, l'évolution finale a conduit au décès, lié à une baisse des défenses immunitaires et de la température interne. Je passe ainsi la parole au docteur Gespierre pour plus de détails sur les répercussions sur la santé et le rôle de l'équipe pluridisciplinaire. Merci, docteur Zagdan. Alors, pour les travailleurs de nuit, la visite d'information et de prévention doit avoir lieu avant la prise de poste. Donc, mais en fait, compte tenu de nos plannings chargés, il faut faire la demande de rendez-vous le plus tôt possible. Donc, c'est une visite réalisée par un professionnel de santé, pas nécessairement le médecin du travail, mais bien entendu, en cas de difficulté, l'infirmière peut réorienter le salarié vers le médecin du travail.
Alors, le professionnel de santé informe et conseille le salarié, donc particulièrement les femmes et les travailleurs vieillissants. Donc, le salarié peut bénéficier d'une visite à la demande auprès du médecin du travail. Donc, c'est notamment important pour les femmes enceintes et aussi pour les salariés qui commencent à avoir des difficultés avec le travail posté, donc sans attendre la prochaine visite périodique. Donc, l'employeur doit informer le médecin du travail des absences pour maladie et aussi des absences répétées quand un problème avec le travail posté est suspecté. Donc, problème de la désadaptation et du reclassement. Alors, les travailleurs de nuit sont en suivi individuel adapté, c'est-à-dire qu'ils doivent rencontrer un professionnel de santé au minimum tous les 3 ans. Mais si le travailleur de nuit a aussi un critère de suivi individuel renforcé, comme par exemple s'il est cariste, il sera vu au minimum tous les 2 ans. Donc dans ce cas-là, les visites pourront être faites en alternance médecin-infirmière. Donc la fréquence des visites, bien évidemment, elle est adaptée à l'état de santé du salarié et à la tolérance du travail posté. Alors, au niveau de l'interrogatoire de la visite, donc on questionne le salarié sur la quantité et la qualité de son sommeil, voir le nombre d'heures qu'il arrive à dormir par nuit, donc s'il s'endort facilement, s'il se réveille fréquemment et comment il est reposé au réveil. Donc en cas de difficulté, on peut utiliser l'agenda du sommeil que le salarié remplit avant une consultation, donc sur une période de semaine, mois, où sont notés les horaires de travail, les horaires de sommeil, donc s'il y a beaucoup de réveils nocturnes, s'il y a une prise fréquente d'hypnotique. Et on peut aussi rechercher s'il y a des signes de somnolence dans la journée, c'est-à-dire des bâillements, regards fixes, problèmes de concentration. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser le test d'Epworth, donc on en reparlera un peu plus loin. Alors on fait une enquête alimentaire de la visite médicale, donc on questionne le salarié sur le nombre de repas pris par jour, et voir ce qu'il mange aussi pendant les pauses. Donc après, la partie alimentation sera développée plus loin. Donc on recherche des pathologies associées qui peuvent entraîner des somnolences dans la journée, comme le syndrome d'apnée du sommeil ou les syndromes des jambes sans repos. Alors il y a aussi la narcolepsie qui pose problème, parce que temps de sommeil excessif, donc le salarié peut s'endormir involontairement au travail. Alors, au niveau de l'examen clinique, donc prise de tension artérielle systématique, bien évidemment. Donc, poids, donc évolution du poids au fil des différentes visites médicales. Alors, l'indice de masse corporelle est calculé automatiquement par notre logiciel qui peut être donné au salarié à sa demande. Alors, on peut éventuellement, lors de cette visite, prescrire un bilan biologique avec une glycémie, un bilan lipidique, mais ce bilan est à la charge de l'employeur. Donc, ce bilan peut aussi être prescrit par le médecin traitant. Alors, test d'Epworth, donc il y a 8 items. Chaque item est coté de 0 à 3. Donc, un résultat supérieur à 10 indique une somnolence excessive. Donc, dans les questions qu'on peut poser, c'est par exemple, probabilité de vous assoupir. Vous arrive-t-il de vous endormir dans les situations suivantes, assis en lisant, en train de regarder la télé ou en tant que passager dans un véhicule? Donc, s'il n'y a pas de probabilité de s'endormir, on met 0. Et s'il y a de grandes chances de s'endormir, ça peut aller jusqu'à 3. Alors, donc, les alertes sommeil, la somnolence excessive, donc score d'Epworth à plus de 10. Donc, la présence d'une insomnie, c'est un temps de sommeil de moins de 5 heures, plus de 30 minutes pour s'endormir, plus de 3 réveils nocturnes. Alors, l'intensité de la dette du sommeil, donc sévère, moins de 5 heures de sommeil par nuit, et on verra plus tard que ça majeure le risque d'avoir des pathologies associées, le risque d'accident du travail est majeur aussi. Donc modéré entre 2 et 3 heures de manque, donc entre 5 et 8 heures de sommeil par nuit. Donc l'intolérance, la prise d'hypnotique ou somnifères régulière est un bon indicateur. Alors, nombreux sont les employeurs ou employés qui pensent que l'humain est capable de travailler ou de se reposer n'importe quand au cours des 24 heures. Or, on a vu précédemment dans la physiologie du sommeil, dire ça, c'est une méconnaissance des réalités biologiques parce qu'il y a des temps d'adaptation pour régler les différents paramètres biologiques. Les êtres humains ne réagissent pas de la même manière lors d'un décalage horaire.
Par exemple, le salarié qui couche tard aura vraiment des difficultés à se coucher de bonne heure pour pouvoir être reposé avant de prendre son poste du matin. De même, le long dormeur, s'il se couche plus tôt, le long dormeur n'aura pas son quota de sommeil. Alors, l'adaptation au travail posté dépend d'une interférence entre 4 facteurs complémentaires. Donc, ancienneté dans le travail posté de plus de 10 ans. Donc l'âge plus de 50 ans, mais en fait, un salarié de 30 ans peut déjà avoir des difficultés s'il est dans le travail posté depuis 18 ans, l'âge de 18 ans. Être une femme, donc c'est notamment important lors de la grossesse. Et le problème peut aussi se poser lors des pathologies associées, comme par exemple le diabète ou l'hypertension, qui peuvent être beaucoup plus difficiles à équilibrer. Alors, dans maladies neurologiques, dans le cas de l'épilepsie, le travail posté est déconseillé. Et on a aussi le problème des médicaments qui font dormir, style anxiolytiques, antidépresseurs, à prendre normalement avant le coucher, et ce qui peut poser problème quand les heures de sommeil sont très variables selon les jours. Et selon la typologie, donc forcément, donc le long dormeur aura plus de difficultés à s'adapter au travail posté. Et le couche-tôt aura des difficultés en poste de l'après-midi, le couche-tard aura plus de difficultés en poste du matin, parce qu'il aura du mal à s'endormir tôt le soir. Alors, la désynchronisation, donc c'est le décalage entre le rythme de sommeil imposé par les horaires de travail par rapport aux horaires physiologiques de la personne. Donc le fait de devoir dormir quand il y a du bruit à l'extérieur, une température plus importante ou la lumière, donc ça c'est notamment important pour les personnes qui travaillent de nuit. Alors le réajustement permanent nécessaire en fonction des différents postes entre les périodes de travail et de repos. Donc ça sera développé dans la partie prévention. Alors, l'organisation du travail, donc un travail à la chaîne avec des tâches monotones compliquera les choses pour s'adapter. Ou au contraire, s'il y a une grande concentration nécessaire, comme un poste de sécurité ou des postes à responsabilité. Donc, les rotations, avec le sens des rotations, la durée du cycle, ça fera aussi qu'il y aura une adaptation plus ou moins difficile. Donc, l'environnement de travail peut aussi avoir une importance. Alors, les facteurs domestiques, donc certains salariés peuvent avoir une deuxième activité professionnelle où il y a aussi la double journée avec les tâches ménagères, le fait de s'occuper des enfants. Et puis, il y a aussi, en fait, l'adaptation de l'entourage, donc voisinage, famille, amis, vis-à-vis du travailleur posté, c'est-à-dire éviter de déranger la personne le soir si la personne est postée du matin qu'elle doit dormir tôt, et éviter de déranger la personne le matin s'il a travaillé la nuit. Alors, le sommeil est souvent perturbé en qualité et en quantité, donc difficulté d'endormissement, augmentation des éveils nocturnes, baisse de la qualité du sommeil. Donc, le travail posté est responsable d'une dette de sommeil et de somnolence. Les postes de nuit et du matin provoquent une privation chronique de sommeil, donc 1 heure de sommeil perdue par 24 heures. Alors, les conséquences, donc j'ai des signes d'intolérance au travail posté, donc, et retentissement sur le sommeil et sur la santé. Alors, les travailleurs de nuit, donc 60% ont des troubles du sommeil, donc le sommeil est moins récupérateur. Donc, la somnolence touche 15 à 20% de ces travailleurs. Alors, intolérance au travail posté, donc c'est un problème qui prend de l'ampleur. De nombreux salariés intolérants doivent conserver le travail posté parce que dans bien des cas, la personne est obligée de continuer de travailler de nuit parce qu'elle n'a pas possibilité de travailler en 2/8, voire un poste à la journée. La dette de sommeil est majorée par des temps de trajet souvent longs, parce que compte tenu des prix de l'immobilier, il y a souvent beaucoup de gens qui habitent loin de leur entreprise. Donc, risque accru de pathologies et d'accidents liés à la somnolence.
Alors, les signes d'intolérance, ils peuvent être mineurs, mais aussi très sévères, obligeant le salarié à abandonner son travail. Alors, troubles gastro-intestinaux, donc on peut avoir des douleurs d'estomac, voire un ulcère, donc c'est majoré par une alimentation déséquilibrée et une consommation excessive de boissons énergisantes. Donc, on peut aussi avoir un syndrome d'insulinorésistance qui peut mener au diabète de type 2, donc non insulinodépendant. Donc, problèmes cardiovasculaires, donc majoration des risques d'hypertension, de maladies coronariennes, puis aussi de problèmes des dyslipidémies, donc trop de cholestérol, trop de triglycérides. Et prise de poids, voire obésité liée à une alimentation déséquilibrée. Donc, ça sera développé après dans la partie alimentation, donc les conseils. Alors, particularité pour les femmes. Donc, il y a un risque légèrement plus élevé de cancer du sein. Donc, depuis 2008, c'est classé probablement cancérogène, donc groupe 2A par le Cirque de Lyon. Donc, pour la Haute Autorité de la Santé, il n'y a pas d'intérêt de faire des examens complémentaires spécifiques, mais il faut inciter les salariés à participer aux campagnes de dépistage systématique, à savoir tous les 2 ans à partir de 50 ans, c'est pour la mammographie, ou plutôt en cas d'antécédent personnel ou familial. Donc, il y a un risque légèrement, pour les femmes enceintes, il y a un risque de fausse couche légèrement plus élevé. Par contre, le risque de prématurité est, lui, plus important. Donc, dans la mesure du possible, il faut proposer un changement d'horaire pour les femmes enceintes. Alors, donc, fatigue persistante non dissipée par les repos et les vacances. Donc, il y a troubles de sommeil, somnolence, donc comme ça a déjà été vu auparavant, modification du comportement, donc des salariés qui risquent de se replier sur le même ou d'être plus irritables. Et il y aurait plus de dépression chez les travailleurs de nuit. Il y aurait donc 2 fois plus de dépression pour les travailleurs de nuit par rapport aux travailleurs de jour. Alors, les travailleurs postés avec des troubles du sommeil ont des risques d'hypertension, de diabète et d'obésité plus importants en comparaison avec les travailleurs postés sans troubles du sommeil. Donc ça, c'est surtout valable pour les gens qui dorment moins de 5 heures par nuit. Le risque d'accident du travail est multiplié par 3 et le risque d'accident du trajet au retour est, lui, multiplié par 4. Alors, quelques informations donc, sur l'organisation de 12. Donc, ça peut être plébiscité, notamment par les jeunes, parce que moi, ça permet éventuellement d'avoir une autre activité professionnelle dans le cas des postes de week-end ou de s'occuper des enfants. Mais ce sont des postes avec une usure beaucoup plus importante qu'avec un travail posté classique. Ce type de rotation devrait être évité quand il y a une charge physique importante, une monotonie de la tâche, ou des postes qui demandent une grande concentration, comme les postes de sécurité, parce qu'il y a une augmentation donc de risque d'erreur, d'accident du travail, d'accident du trajet au retour, et les risques de troubles musculo-squelettiques et de problèmes de dos sont aussi plus importants. Et il y a aussi une augmentation du risque d'inaptitude au poste. Et il est nécessaire dans ce cas-là de respecter les jours de repos et d'intégrer les transmissions sur le temps de travail. Voilà, maintenant je vais passer la parole à Amandine Tonnerre concernant prévenir les risques liés aux horaires décalés. Alors merci, docteur Jaspière, et bonjour à tous. Alors, comment prévenir les risques liés aux horaires décalés? Tout d'abord, en identifiant les risques liés au travail posté et de nuit et en proposant des mesures de prévention adaptées. Comment identifier les risques liés au travail posté et de nuit? Par l'évaluation des risques qui doit être faite par l'employeur et retranscrite dans le document unique, nous, Présoa, pouvons vous accompagner dans cette démarche. Pour pouvoir proposer des mesures de prévention adaptées, plusieurs axes sont à étudier. Tout d'abord, l'organisation du travail, puis l'aménagement des équipements sociaux, l'organisation des déplacements domicile-travail, la prise en charge des seniors et la sensibilisation des salariés aux risques. Comment s'organise le travail des équipes alternantes?
En 3 fois 8, il est conseillé que la rotation se fasse dans le sens horaire, matin, après-midi, nuit. L'adaptation est alors plus facile en retard de phase qu'en avance de phase, ce qu'on appelle le sens anti-horaire. Les cycles courts, 2 à 3 jours par semaine, sur le même poste, sont à privilégier. Les postes de nuit doivent toujours être suivis de 2 jours de repos minimum. La prise de poste de matin ne doit pas se faire avant 6 heures. Les travailleurs postés doivent avoir la possibilité de réaliser une pause repas en milieu de poste, 20 minutes minimum, idéalement 30 minutes. Nous pouvons vous accompagner dans l'analyse de l'organisation du travail et la mise en place d'un plan d'action. L'organisation du travail de nuit. Donc, en travail de nuit fixe, il est globalement mieux toléré que l'alternance. Les repos compensateurs doivent être pris au fur et à mesure. Une pause repas de 30 à 45 minutes doit être possible au milieu de la nuit. L'aménagement des équipements sociaux se fait de la manière suivante. Tout d'abord, la salle de repas doit être équipée de manière à ce que chaque travailleur de nuit ou posté puisse stocker un repas au réfrigérateur et le réchauffer, par exemple au four à micro-ondes. Des places assises en nombre suffisant doivent être prévues pour la prise des repas. Privilégier les distributeurs de produits frais et sandwichs en évitant les sodas, gâteaux et barres sucrées. La salle de pause peut être aménagée pour favoriser la sieste en utilisant des fauteuils, canapés, variateurs d'intensité des luminaires. Elle doit être isolée du bruit, du froid et de la chaleur. L'employeur peut encourager les bonnes pratiques, c'est-à-dire en encourageant le covoiturage des salariés, participation aux frais, place de parking réservée, garantie de retour, en identifiant les options de transport en commun et en informer les salariés, en proposant une navette, le cas échéant, vers une ligne de bus, une gare, et en communiquant sur l'existence de réseaux de covoiturage interentreprises. Il faut savoir que l'adaptabilité des travailleurs postés aux horaires décalés diminue avec l'âge. Des aménagements peuvent être envisagés pour les seniors. S'il existe des postes de jour vacants, les proposer en priorité aux travailleurs postés de plus de 45-50 ans. Identifier les préférences individuelles, couche tôt, couche tard, et proposer des aménagements en postes décalés fixes. Et favoriser les actions de tutorat, ce qui valorise l'expérience. L'anticipation est donc l'élément clé d'une prise en charge efficace. Les travailleurs postés peuvent être sensibilisés aux bons réflexes pour maximiser la qualité et la quantité du sommeil. Différents types de siestes et leur intérêt en fonction des situations. Ils peuvent être sensibilisés également aux risques routiers, la fatigue au volant, l'entretien des véhicules, mais également aux bonnes pratiques alimentaires pour limiter la fatigue et la prise de poids. Nous vous proposons gratuitement des sensibilisations sur ces différents thèmes au sein de votre établissement. Quelques conseils en ce sens. Tout d'abord, maintenir au mieux la régularité des horaires de coucher et de lever. Porter une attention particulière à son environnement de sommeil. Par rapport à la literie, à la température de la chambre, qui doit être proche de 18 degrés, à l'obscurité et à la limitation du bruit. Pratiquer la sieste qui permet de récupérer en partie la dette de sommeil. Concernant l'alimentation, éviter le grignotage et respecter 3 repas par jour en les adaptant aux horaires de travail. Au travail, s'exposer à la lumière en début de poste, prendre de courtes pauses et s'aérer régulièrement. Faire une sieste flash, si possible vers 3 à 4 heures du matin. Et enfin, pratiquer une activité physique régulière, malgré la fatigue. Quel type de sieste est à privilégier? Il en existe 3 types. La sieste flash, qui améliore la mémoire et l'attention. Donc elle est inférieure à 5 minutes. Elle permet la détente sans sommeil réel. Elle peut se faire dans le bureau ou dans les transports. La sieste de 10 à 20 minutes, qui améliore la mémoire et l'attention, la vigilance, les performances et la productivité. 20 minutes en début d'après-midi ou la nuit, dans un endroit calme, programmer le réveil, plus ou moins prendre un café avant. La sieste cycle du sommeil, qui elle permet de récupérer la dette de sommeil de la semaine ou de la période de travail. Elle dure 90 minutes, elle correspond à un cycle de sommeil lent à profond.
Voilà, je passe la parole à Madame le maire. Pour sa partie, vous dormez à des heures irrégulières, essayez de manger à des heures régulières. Merci Amandine. Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir et le comprendre, le travail posté ou de nuit a des conséquences sur le sommeil, mais pas que. Il a également des conséquences sur l'équilibre alimentaire. Lorsque l'on travaille en posté ou de nuit, on a tendance à grignoter, à manger des produits trop sucrés, trop gras, trop salés, et cette consommation en excès favorise une prise de poids, de l'apnée du sommeil, des troubles digestifs, une baisse de la vigilance au travail. Pour éviter de perturber la digestion, il est conseillé de supprimer les produits industriels et de privilégier le fait maison et d'éviter le grignotage. Si le transit est trop rapide, il est préférable de consommer de la viande maigre, du poisson, des œufs, des féculents, pommes de terre, bananes, pommes. Cette liste est exhaustive, bien sûr. Au contraire, si le transit est trop lent, on consommera des céréales complètes, des légumineuses, des légumes verts, des fruits secs. L'environnement de travail en ambiance froide ou chaude, n'a pas de répercussions énergétiques sur notre organisme. Ce qui veut dire que, peu importe si l'on travaille en ambiance chaude ou froide, il faut garder les mêmes rations alimentaires. Attention toutefois au travail dans une ambiance thermique chaude qui peut provoquer le risque de malaise, des crampes ou une perte de connaissance liée à une transpiration excessive et un apport d'eau insuffisant. Cependant, quelques conseils sont à prendre en compte. En ambiance froide, il est important que les salariés puissent consommer des boissons chaudes dans un local chauffé. En ambiance chaude, veillez à une bonne hydratation, donc mettre des points d'eau ou des distributeurs en nombre suffisant. Attention, l'alcool et la caféine sont des boissons déshydratantes. Quelques informations à retenir. Séparer les lieux de repas des lieux de travail. Éviter toute boisson alcoolisée. Privilégier l'utilisation de fontaines d'eau et la durée de pause repas doit être suffisante. Le temps de pause. Les temps de pause, quelles sont les règles? Le temps de pause et les durées maximales de travail effectif sont encadrés par la loi en France. Donc l'article L 3121-16 modifié par la loi numéro 2016-1088 du 8 août 2016. Que dit cette loi? Le temps de travail quotidien qui atteint 6 heures, le salarié peut bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives. Attention, pour le salarié mineur, son temps de pause est quant à lui de 30 minutes après un temps de travail interrompu de 4h30. Pause café ou pause méridienne? Quelle différence? Une pause café est un temps de pause qui est plus court et qui permet aux salariés de faire n'importe quelle action ne relevant pas du travail. Fumer une cigarette, boire un café, prendre l'air. Quant à la pause méridienne, dite pause déjeuner, est une pause plus longue qui généralement coupe la journée de travail en deux et elle est destinée à la restauration. Temps de pause, un facteur de productivité. Si la pause café en entreprise peut sembler être une perte de temps pour l'employeur, elle est pourtant reconnue comme un bienfait pour les salariés, dans la mesure où elle contribue ainsi à améliorer leur productivité, leur efficacité, leur bien-être au travail, ainsi que leur créativité. Cela permet aussi d'éviter la prise de décision inadéquate, les accidents de travail, le manque de rapidité ou d'efficacité. En résumé, les pauses permettent à vos salariés de maintenir une meilleure concentration, une production plus élevée et de favoriser un travail de meilleure qualité. Pourquoi est-ce important de prendre des pauses au travail? Car ce sont des moments de convivialité précieux. Elles renforcent les liens entre les collaborateurs. Elles permettent une meilleure ambiance au travail. C'est aussi un moyen de lutter contre le stress et de limiter la fatigue. C'est un moment pour s'aérer l'esprit ou prendre un moment de repos, de bouger et ainsi favoriser la circulation sanguine et aussi d'étirer les muscles. Ce sont des moments de convivialité précieux, des moments qui permettent de renforcer les liens entre les collaborateurs et elles participent à une meilleure ambiance de travail.
Quelques conseils pour les moments de pause. Donc, lorsque le salarié travaille en poste du matin, privilégiez une pause entre 8 heures et 9 heures pour maintenir la vigilance et d'éviter la fatigue en fin de matinée. En poste d'après-midi, privilégiez une pause entre 16 heures et 17 heures. Elle permettra de calmer la faim. Et en poste de nuit, privilégiez une pause entre 1 heure et 3 heures car elle permet de maintenir la vigilance. C'est entre 2 heures et 4 heures qu'elle est au plus bas. Même si l'homme peut travailler de nuit, c'est un mammifère diurne. Son horloge biologique interne régule les fonctions de l'organisme, température, sécrétion hormonale, rythme cardiaque, selon une alternance jour-nuit. La nuit, l'organisme est programmé pour se reposer et non pour assimiler les aliments. Attention toutefois à la prise de caféine en poste de nuit. Pour cela, je vais passer la parole à Marie qui va aborder la troisième partie sur l'hydratation, caféine, théine et activité sportive. Très bien, bonjour à tous. Merci Nadia. Alors donc, je vais vous parler de l'hydratation. Elle est primordiale pour la régulation de notre température corporelle, pour le drainage et l'élimination des déchets et toxines, pour la production cellulaire. Elle facilite la circulation et la digestion des aliments. Elle a un rôle essentiel dans la lubrification et le maintien des articulations. Dans notre circulation sanguine, la lymphe, par exemple, ou le plasma sont, constitués de 90 d'eau. Nous évacuons en moyenne 2,5 litres d'eau par jour et le renouvellement total, de l'eau de notre corps se fait en 7 semaines. Alors, on conseille donc, un apport en boisson d'1,5 litre et le reste de l'hydratation sera apporté par nos aliments. Ça représente donc, heu, 6 verres ou 6 mugs de 250 ml par jour. On vous conseille donc de boire 1 verre au réveil pour vous réhydrater, 2 verres entre chaque repas et éviter surtout pendant les repas et 1 verre avant le coucher. Surtout, n'hésitez pas à varier et à aromatiser, mais sans sucre. Alors un petit point sur la caféine et la théine qui sont en fait, une seule et même molécule. On les utilise pour stimuler notre vigilance et réduire notre somnolence. Par contre, attention, ça peut avoir des effets délétères, comme des difficultés d'endormissement, des troubles du sommeil. Ça a un effet diurétique, ce qui veut dire que vous allez, accentuer la déshydratation, vous irez davantage aux toilettes et en trop forte quantité, vous aurez des diarrhées, nausées, des tremblements et il est possible même d'avoir une anxiété. Alors, caféine, et théine sont donc une seule et même molécule. Par contre, ils n'ont pas la même concentration. Vous aurez davantage de caféine dans une tasse de café que de théine dans une tasse de thé. 4 fois plus dans une tasse de café, hein, pour, la caféine. Leur assimilation est différente. La caféine va être métabolisée rapidement alors que la théine est quant à elle associée à des tanins qui vont ralentir son assimilation par l'organisme et on obtient donc un effet plus lissé dans le temps. C'est pour cela, pardon, que boire un thé permet d'augmenter la concentration et la vigilance sur une période plus longue, sans pour autant être énervé, alors que le café a un effet excitant, coup de fouet plus court. La durée d'action et l'évacuation, de cette molécule dépend de notre métabolisme, hein. Nous ne sommes pas tous faits de la même manière. On vous, recommande donc de limiter la consommation à 4 tasses par jour maximum, de consommer à distance du coucher pour éviter les difficultés d'endormissement ainsi que les réveils nocturnes et surtout écouter votre corps et les signes de surdosage. Il faut faire attention à ne pas avoir d'accoutumance et on a même observé des dépendances à la caféine et à la théine. Et enfin, l'activité physique. Alors, les bénéfices de l'activité physique, on va avoir l'amélioration de la qualité du sommeil, l'amélioration de la santé mentale, l'amélioration de la vigilance et des réflexes, l'augmentation de notre motricité, la diminution des troubles musculo-squelettiques, l'amélioration de la résistance au stress et la diminution du risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Alors concrètement, les recommandations de l'OMS sont une activité d'endurance d'intensité modérée, 150 à 300 minutes par semaine.
Alors, activité modérée, ça induit une respiration légèrement accélérée et un essoufflement qui est faible. La conversation est possible et les battements de votre cœur sont peu accélérés. Quant à l'activité d'endurance d'intensité soutenue, 75 à 150 minutes par semaine qui sont recommandées par l'OMS, là, votre respiration est accélérée, les battements de votre cœur sont bien plus rapides, l'essoufflement est élevé et vous aurez du mal à avoir une conversation avec quelqu'un. Donc, en poste du matin, on vous recommande une activité entre 15 heures et 17 heures. En poste d'après-midi, le matin, avec une sieste de 20 minutes au besoin, et en poste de nuit, entre 14 heures et 17 heures. Voilà, je passe la parole au docteur Jespierre. Oui. Voilà, donc maintenant, nous allons passer à la partie questions. Donc avant les questions, là, je vous mets les slides concernant les différents webinaires qui ont été organisés sur la région Hauts-de-France donc cette semaine, dans le cadre des rencontres santé-travail. Et là, donc, c'est les 3 webinaires qui restent pour cette semaine. Donc, il y en a un cet après-midi, comment repérer un salarié qui va mal. Et vendredi après-midi, à prévention de la désinsertion professionnelle. Et vendredi matin, donc, suivi de santé, quel changement? Alors, donc, au niveau des questions, donc, quelles sont les durées maximales de travail de nuit? Donc, je vais passer la parole au docteur Zagdan. Merci. Au fait, on distingue 2 types de durée maximale, par nuit et par semaine. La durée de travail de nuit ne peut pas dépasser les 8 heures, sauf si, bien sûr, il y a un accord collectif qui le prévoit. L'inspecteur du travail peut également autoriser ce dépassement après consultation des délégués syndicaux et CSE, sous réserve, bien sûr, que ce soit accordé un certain nombre de garanties aux travailleurs concernés. Quant à la durée hebdomadaire maximale, elle ne doit pas dépasser 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque l'activité d'un secteur le justifie et que c'est prévu dans l'accord d'entreprise, on peut aller jusqu'à 44 heures maximum, mais sur 12 semaines consécutives. Voilà. Voilà, donc l'insomnie, définition, donc là je vais répondre à cette question. Donc c'est un trouble régulier du sommeil avec des difficultés d'endormissement, des réveils multiples ou un réveil précoce et surtout un sommeil qui est non récupérateur. Alors pourquoi certaines pathologies comme le syndrome des jambes sans repos et l'apnée du sommeil favorisent la somnolence? Donc dans le cas des jambes sans repos, donc les gens ont des douleurs la nuit, donc besoin de bouger sans arrêt, donc forcément un sommeil moins réparateur. Alors, dans l'apnée du sommeil, donc le sommeil est aussi entrecoupé lié aux difficultés respiratoires. Alors, donc, une apnée non traitée, ça entraîne un risque d'accident du travail majoré, donc fois 2, et surtout un risque d'accident de la route 6 à 7 fois plus important. Quel temps réglementaire entre 2 postes de travail? Là, je vais poser la question au docteur Zagdan. Donc, le temps compensatoire doit intervenir immédiatement à la suite de la période de travail de nuit. Il est d'une durée minimale de 11 heures avant la reprise du travail, c'est-à-dire 11 heures entre 2 postes, nuit-nuit ou nuit-jour. Il est obligatoire et ne peut être remplacé par une compensation financière. Quels sont les rythmes de rotation et sens de rotation? Là, je vais laisser Amandine Tonnerre vous répondre. Merci, docteur Jespierre. Donc, idéalement sur un rythme court de 2 à 3 jours et selon un sens horaire, 2 matins, 2 après-midi et 2 nuits pour les 3-8. Les postes de nuit doivent être suivis de 2 jours de repos. Alors, jusqu'à quel âge est-il recommandé de laisser travailler un ou une salariée de nuit, donc en rotation en 3-8? Alors, légalement, il n'y a pas de contre-indication d'âge, sauf si problème de santé. Donc, les médecins du travail statuera sur son aptitude au poste ou s'il a besoin d'un aménagement de poste.
Quelle réalité pour les femmes et leur santé? Donc, comparaison avec les hommes. Alors, les femmes sont moins concernées par le risque cardiovasculaire, endocrinien et de surpoids avant la ménopause, mais par contre, elles sont à surveiller particulièrement pendant la grossesse. Quels conseils pertinents à prodiguer selon l'âge, le sexe et en rythme posté? Alors, pour les femmes, donc, il y a des règles spécifiques pendant la grossesse et au retour, 6 périodes d'allaitement. Et pour tout le monde, donc 6 problèmes de tolérance, donc préconiser un poste de jour ou un poste sans nuit. Donc les seniors sont à surveiller particulièrement, mais des difficultés peuvent apparaître à partir de 10 ans de travail de nuit, soit avant 30 ans chez un jeune qui a commencé à 18 ans. Alors pour les conseils, voir donc le point prévention fait pendant le webinaire. Donc je vous rappelle que le webinaire est accessible en replay. Est-ce judicieux d'autoriser des salariés à travailler sur des lignes de production en 12 heures avec des horaires 5-17 ou 17h-5h et qui peuvent travailler les samedis et dimanches? Donc les postes longs induisent des effets négatifs et avec troubles de la vigilance et risque d'endormissement au travail, une augmentation du risque d'erreur. Donc c'est à éviter dans le cadre d'activités monotones comme un travail sur ligne. Augmentation du risque d'accident du travail est particulièrement significative dès la 9e heure de travail et doublée à partir de la 12e heure. Donc le début à 5 heures n'est pas recommandé non plus, il faut privilégier un début à 6 heures. Quant au travail de week-end, il y a retentissement plus important sur la vie familiale et sociale avec des risques psychosociaux plus importants. Alors, je suis employeur. Ma salariée enceinte me demande de passer 2 jours pendant sa grossesse et je ne peux pas. Comment faire? Alors, il faut lui répondre par écrit et l'adresser au médecin du travail. Donc, le contrat de travail est suspendu et la salariée sera mise en arrêt de travail par le médecin traitant. Alors, pour une salariée de nuit qui passe temporairement 2 jours, ce sera sans perte de salaire. Alors, lien entre le travail de nuit et la pénibilité, donc c'est C2P. Donc, début 2023, il reste 6 critères de pénibilité pris en compte. Donc, le travail de nuit régulier, le travail en équipe successive alternante avec des heures de nuit. Donc, il y a aussi le travail au bruit, donc à partir de 80 décibels, le travail avec des températures extrêmes, donc moins de 5 degrés et plus de 30 degrés. Donc, le travail en milieu hyperbare et les gestes répétitifs. Alors, pour le travail de nuit régulier, donc, il faut qu'il y ait 1 heure de travail entre minuit et 5 heures, donc pendant 120 nuits par an. Et dans le cadre du travail posté, donc c'est pareil, donc 1 heure entre minuit et 5 heures, sur 50 nuits par an. Alors, l'employeur déclare aux caisses de retraite les risques professionnels auxquels sont exposés les salariés. Alors, pour une exposition à un facteur de risque, c'est 4 points par an. Pour 2 facteurs de risque, c'est 8 points par an. Et bon, s'il y a 3 facteurs de risque, par exemple bruit, nuit et travail au froid, il n'y aura toujours que 8 points. Et un salarié peut accumuler 100 points au maximum. Alors, ces points pénibilité peuvent être utilisés pour faire des formations pour obtenir un changement de poste sur un poste de jour. Ou alors, il peut y avoir un passage à temps partiel, donc il y a un formulaire spécifique pour faire ces demandes, ou ça peut valider des trimestres de majoration de durée d'assurance vieillesse. Donc là, il y a aussi un document spécifique à remplir. Donc ça, en fonction de l'évolution concernant les retraites, il risque d'y avoir des évolutions dans les mois et années à venir. Alors, comment faire quand un employeur ne répond pas à ses obligations pour les conditions des travailleurs de nuit, donc salle de poste, réfrigérateur, salle chauffée? Alors, le médecin du travail et son équipe pluri peuvent intervenir pour conseiller et rappeler les obligations à l'employeur. Donc, possibilité également de prendre contact avec l'inspection du travail. Comment sait-on si notre transit est trop rapide ou trop lent?
Donc le transit est différent selon les individus. Au-delà de 3 selles par jour, transit rapide. À partir d'1 à 2 selles par semaine, transit lent. Quel est le temps de pause méridienne minimum réglementaire? Donc la réglementation ne prévoit aucune obligation spécifique concernant la pause méridienne. Toutefois, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes. Voilà, donc il y a quelques autres questions auxquelles on vous répondra ultérieurement. On vous renverra ça par la suite. Là, quel est le temps de pause collation maximale? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre? En fait, temps de pause maximal, donc c'est 20 minutes qui est préconisé. Par le code du travail, oui. Après 6 heures de travail. Après 6 heures de travail, en effet. Pourquoi ne pas consommer d'eau pendant les repas? Marie, tu peux répondre? Voilà, donc ça, je vais répondre à cette question-là. Parce que tout simplement, ça va dilater votre estomac, ça va remplir votre estomac d'eau. Je m'entends, Nico. Et vous empêcher d'assimiler suffisamment d'aliments pour avoir une sensation de satiété. Vous risquez d'avoir ensuite des fringales dans l'après-midi, tôt dans l'après-midi, parce que l'eau a été assimilée par l'organisme plus rapidement que les aliments. Merci, c'est mieux. Et j'avais vu une autre question, le surdosage, c'est du surdosage, j'imagine en caféine. Alors pour ça, vous allez avoir, possiblement des maux de tête, une irritabilité, une nervosité. Les palpitations, c'est ce qu'on ressent le plus souvent, des contractions musculaires, des difficultés d'endormissement. Voilà, moi je sais que je peux pas, boire un café après 15 heures parce que sinon je suis sûre qu'à 21 heures, 22 heures, j'arriverai pas à dormir. Vous pouvez avoir des troubles du sommeil, des réveils nocturnes. Voilà, parce que ça a un effet quand même, à retardement. J'espère que j'ai répondu. Après, par exemple, par rapport au thé, il y a un autre effet du thé, ça va être la carence en fer. Donc ça, attention à la consommation de thé, peut être carencé en fer. Voilà, j'espère avoir répondu. Donc, en fait, on va avoir répondu à toutes les questions qu'on avait pour le moment. Donc, s'il y a d'autres questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à nous les transmettre. On apportera une réponse ultérieurement. Alors, en conclusion, n'hésitez pas à solliciter vos services de santé au travail pour des sensibilisations ou pour des visites concernant certains salariés que vous trouvez en difficulté. Donc, il y a sur la plupart des sites des services de santé au travail, il y a des plaquettes à disposition concernant le sommeil, l'alimentation, il y a l'agenda du sommeil aussi. Voilà, donc merci de votre attention.